Bonsoir à tous, il est 20h à Abidjan. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche 9 septembre. À la une ce soir, les éliminatoires à Cannes 2019. Les éléphants s'imposent à Kigali face au Rwanda 2-1. Les Ivoiriens ont assuré l'essentiel cet après-midi et vous le verrez dans ce 20h. Et puis la fin des assises de la Banque africaine pour le développement économique en Afrique. Les pays africains ont pris l'engagement d'élaborer une meilleure stratégie pour les États membres. Et loin d'Abidjan, à Addis Abeba, c'est aussi la fin du deuxième congrès extraordinaire de l'Union postale universelle. La Côte d'Ivoire s'est engagée pour un secteur postal plus fort. Mais comment? Alors, notre envoyé spécial nous l'explique dans cette édition. Enfin, en Irak, c'est le Premier ministre qui est fragilisé. Il a été lâché par un allié de poids, le populiste Moqtada, qui lui reproche sa gestion de la crise à Bassorah. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. On ouvre ce 20h, bien évidemment, par la victoire de la Côte d'Ivoire. Les éléphants ont assuré l'essentiel cet après-midi. La Côte d'Ivoire a battu le Rwanda 2-1. Nous allons revivre les temps forts de ce match avec Sébastien Oyen. Rwanda-Côte d'Ivoire, c'est le rendez-vous des deux pays mal classés du groupe H, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2019 au Cameroun. Ce sont les Rwandais qui auront la meilleure occasion de but à la 7e minute. Sylvain Gbowo, trop avancé, a été sauvé par la barre transversale. Mais suivez bien cette action de la 45e minute. Grosse erreur du gardien de but rwandais, Olivier Kwizera. Jonathan Kodja, qui a suivi l'action, réussit à ouvrir le score pour la Côte d'Ivoire. Un excès de confiance que paye cash Olivier Kwizera. 48e minute sur un long ballon de Serge Aurier. Max Alain Gradel à la réception va se faire plaisir. Un but de toute beauté. Le deuxième pour la Côte d'Ivoire. Mais les Rwandais gardent espoir. L'illustration, ce but, inscrit par Kagere Medi sur une mauvaise appréciation de Sylvain Gbowo. Encore une grosse erreur du gardien de but de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire s'en sort bien avec les 3 points, mais Kamara Ibrahim a du travail à faire avec ce groupe. Et voilà, les éléphants se sont imposés à Kigali face au Rwanda 2-1. Une victoire qui coïncide donc avec la fin des assises de la Banque africaine pour le développement économique en Afrique. Les pays membres ont fait des propositions qui, si elles sont suivies, ces propositions permettront d'élaborer une meilleure stratégie pour le programme BADEA 2030. Tous les engagements pris par l'institution dans ce reportage de Cheikh Kone. Durant 2 jours d'échanges empreints de franchise, la Banque africaine pour le développement économique en Afrique, BADEA, a noté, écouté et passé en revue tous les aspects de sa collaboration avec ses pays membres africains. Le temps presse, le programme décennal de l'institution débute le 1er janvier 2020. Mais avant, des étapes pour sa finalisation sont prévues, les mois à venir. Maintenant, quelles sont les prochaines étapes? Il nous reste une seule consultation, la consultation avec le secteur privé qui est prévue en novembre. Et nous devrons être en mesure de soumettre le draft de la stratégie au conseil d'administration en décembre, avant sa finalisation et donc sa soumission au conseil du gouverneur prévu début avril 2019. Pour les ministres africains de la planification présents à cette table ronde, le plus important était de situer les priorités de leurs axes de développement, orienter la nouvelle forme donnée au partenariat avec la BADEA, mais surtout redéfinir le type de financement dont dispose la BADEA pour financer à la fois l'État et le secteur privé. Nos attentes sont grandes. Les types de projets et de programmes à financer sont divers. Les propositions ont été riches. C'est des domaines dans lesquels la BADEA a une grande expérience pour financer elle-même, mais surtout pour servir de levier à des financements arabes
que ce soit dans le secteur public et dans le secteur privé. Nos attentes sont absolument comblées parce que je crois que c'est la première fois que je vois une institution aussi importante réunir de hautes personnalités pour écouter leur point de vue et essayer d'apprendre pour mieux établir de meilleurs partenariats avec nous. La proximité recherchée aussi avec la BADEA, aussi, je crois on est en bonne voie d'arriver à cela. Mais bien entendu, vous savez, il faut tenir compte des coûts que cela représente et des spécificités de chaque pays. Mais nous sommes vraiment sur la bonne voie. Dans la nouvelle stratégie de l'institution en faveur des pays africains, la problématique de la jeunesse, du dividende démographique ainsi que la question de l'autonomisation des femmes feront l'objet d'une attention particulière selon les responsables de la banque. La BADEA est une institution financée par les États membres de la Ligue des États arabes. Elle contribue au financement du développement économique dans les pays africains et encourage la participation des capitaux arabes dans le développement économique de l'Afrique. Et voilà, et puis aussi la fin du deuxième congrès extraordinaire de l'Union postale universelle à Addis Abeba en Éthiopie, une réunion à l'échelle mondiale qui a permis à la Côte d'Ivoire d'affiner sa position en faveur d'une meilleure implication des États pour un secteur postal plus fort. Il faut retenir que la Côte d'Ivoire va organiser en 2020 le 27e congrès ordinaire de l'UPU ici même à Abidjan. Franck Wadio est notre envoyé spécial en Éthiopie. Ce n'est pas une pause café ordinaire, c'est une journée dédiée à la Côte d'Ivoire, à ce deuxième congrès extraordinaire de l'Union postale universelle d'Addis Abeba. La Côte d'Ivoire organisatrice du 27e congrès ordinaire en 2020 à Abidjan. C'est pour nous l'occasion aussi de réaffirmer la volonté de la Côte d'Ivoire de travailler au succès de l'organisation de l'UPU, du congrès de l'UPU en 2020. Donc en marge de ce congrès, nous avons eu beaucoup de rencontres avec les différentes structures du pays même. Aussi, on travaille sur des projets, nous avons signé l'ICOM Africa, mais aussi nous avons rencontré d'autres pays. À la clôture du congrès, c'est l'occasion pour le chef de la délégation ivoirienne, le ministre de l'économie numérique et de la Poste, de réaffirmer la volonté du gouvernement de tout mettre en œuvre pour la réussite du congrès 2020. Et pour cela, Addis Abeba a servi de joute préparatoire, une échéance matérialisée par cette signature de convention entre l'Union postale universelle et la Côte d'Ivoire. Nous avons parlé des questions de politique générale en matière de développement secteur de la Poste. D'autres thématiques concernant l'investissement ont été aussi débattues. Donc un partage d'expérience et puis de perspectives. Mais en marge, nous travaillons sur le succès du pays en 2020. Préparé donc en 2020. Mais aussi consolider les acquis lors des discussions. La délégation ivoirienne n'a pas manqué d'affirmer sa volonté de faire de la Poste un secteur névralgique et pourvoyeur d'emplois. Il y a une loi en 2013 qui montre la volonté au plus haut niveau de faire de la Poste un secteur non seulement de renforcement de la cohésion sociale, mais aussi de développement économique. Il y a eu d'autres textes aussi qui créent un environnement favorable pour le secteur privé, donc le texte des PPP, le texte aussi sur la transparence, le texte lié aussi au NTIC. Abidjan 2020 en ligne des mires donc, les 192 pays représentés à cette tribune se sont mis d'accord sur les fondamentaux. Le congrès extraordinaire a permis d'adopter le plan d'intégration des produits qui va permettre de moderniser les portefeuilles des produits offerts par l'ensemble des postes du monde. Nous avons des difficultés sur le débat concernant la réforme des contributions au niveau de l'UPU et aussi des questions liées à la caisse de prévoyance. Mais quand même, on peut dire quand même qu'il y a eu un consensus qui a permis que le débat puisse se poursuivre et que des décisions puissent être prises au congrès d'Abidjan. Une échéance attendue donc pour une Poste engagée dans la promotion du développement socio-économique. Le secteur compte 5,3 millions d'employés actuellement, avec un réseau mondial de plus de 667 000 bureaux de poste. Et cette information importante, demain, c'est la rentrée des classes en Côte d'Ivoire après 2 mois de vacances. Robe à carreaux, jupe, chemisier bleu-blanc et tenue kaki, les élèves vont reprendre le chemin de l'école dès demain 7 h. La ministre de l'Éducation nationale invite le corps enseignant au respect du programme scolaire.
Et à la veille de la rentrée, l'Université de Grand Bassam a remis des diplômes de bachelor à ses étudiants en fin de cycle. Remise de diplômes, mais aussi un message clé, l'excellence en matière d'éducation. On fait le point avec Alexis Ouedraogo. Une procession pour ouvrir cette 4e édition des cérémonies de remise de diplômes aux étudiants en fin de cycle à l'Université internationale de Grand Bassam. Cette année, ils sont 48 à accéder au Saint Graal. Pour le président de l'institution, le professeur Saliou Touré, la vision de l'UIGB est d'attirer et maintenir l'élite africaine sur le continent. Il s'agit d'une institution sous-régionale d'enseignement supérieur et de recherche scientifique qui a pour mission la formation des leaders de demain, la production et la transmission du savoir dans des filières professionnalisées répondant aux besoins du développement de l'Afrique. De 8 étudiants en 2005 à 750 pour la rentrée 2018, l'université a fait de grands pas que saluent les acteurs du patronat. Les étudiants disent, eux, leur reconnaissance. Une jeunesse éduquée est ce qui permettra à l'Afrique d'éclore. Et c'est exactement ce qu'a rendu possible l'Université internationale de Grand Bassam. Nous sommes prêts à travailler et à assumer des responsabilités diverses et variées au sein de vos entreprises, de vos institutions, de vos agences gouvernementales. Nous sommes capables de nous exprimer professionnellement aussi bien en français qu'en anglais. We are ready to work. Représentant le chef du gouvernement, le ministre Albert Mabritouakes a salué l'excellence de l'institution, véritable outil d'intégration. Soyez fiers d'avoir un diplôme de l'un des établissements d'enseignement supérieur d'excellence de notre pays, une institution de renommée internationale. Vous avez été formés sur la base de la compétence avec le sens de l'éthique et de l'aptitude à apporter des solutions innovantes aux problèmes de développement de l'Afrique. Il a aussi salué l'homme de valeur portant la vision, le professeur Saliou Touré. J'ai compris que l'Université de Grand Bassam a mis en place le coaching. Ce n'est pas l'enseignant qui vient donc donner son cours et qui disparaît pour venir évaluer, mais c'est un enseignant qui accompagne dans l'apprentissage, qui accompagne dans le goût à inculquer dans les activités communautaires. Je voudrais donc saluer le professeur Saliou Touré et lui dire merci également pour le comité qu'il est en train de mettre en place avec des anciens ministres de l'enseignement supérieur et des anciens présidents d'université, afin que notre école, nos universités, l'enseignement supérieur retrouve ses lettres de noblesse. Le ministre a par ailleurs annoncé des bourses d'études pour encourager les meilleurs étudiants à poursuivre le doctorat à l'étranger, mais aussi des bourses pour soutenir ceux au fort potentiel dont les parents sont en difficulté financière. La célébration a pris fin avec la remise des diplômes et le lancer traditionnel de la coiffe. Pendant ce temps, hier, on composait dans les régions de Bélier et de Béquet dans le cadre des concours de la fonction publique désormais décentralisée. Et cela marche très bien. Le point du déroulement de ces épreuves avec Charles Tato. Concours direct et professionnel de la fonction publique. Les candidats de la région du Bélier ont composé au lycée mixte 1 de Yamoussoukro au même moment que ceux d'Abidjan. Déjà à 7h30, les 370 aspirants de la région attendaient dans les salles les examinateurs. 8h, le directeur de cabinet adjoint du ministre de la fonction publique et les autorités locales de Yamoussoukro ont procédé au lancement des épreuves. Notre présence ici s'explique par le fait que les concours ont été déconcentrés. Donc, depuis 3 ans, les concours sont organisés dans différentes régions du pays. Je suis ici pour superviser, pour voir que tout se passe bien, et, sur l'instruction de Monsieur le ministre, bien entendu. Pour la journée du samedi 8 septembre, ce sont au total 7 concours. Et les épreuves affrontées sont au nombre de 3. Il y a le concours ingénieur informaticien réseau et télécommunications. Il y a infirmier spécialisé. Il y a ingénieur des techniques informatiques, génie logiciel. Il y a professeur de CAFOP. Il y a professeur de lycée,
taille de pierre et ornementale. Et puis il y a secrétaire de direction. En plus, il y a agent d'encadrement des douanes. La région de Gbeke n'est pas restée en marge de cette décentralisation des concours de la fonction publique. 837 postulants de la région ont affronté aussi les épreuves des 7 concours qui se sont déroulés ce samedi. Aucun incident n'a été signalé dans les centres d'examen des 2 régions. La page santé ce soir nous amène à parler des cancers qui minent notre société, en particulier le cancer du sein. 2248 nouveaux cas chaque année, dont 1223 décès. C'est inquiétant. L'ONG Ecomédia tire la sonnette d'alarme. La 2e édition des journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein, c'est du 19 au 20 octobre prochain et ce sera à Grand Bassam, nous dit Amis Soko. Le cancer est une maladie chronique. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, en termes d'incidence, les derniers chiffres qui sortent, on est entre 20 000 et 22 000 nouveaux cas par an. 20 à 22 000 nouveaux cas de cancer par an en Côte d'Ivoire, dont 2248 cas de cancer du sein. Sur ces 2248 cas, plus de la moitié décède. Une femme sur 8 dans le monde risque de développer un cancer du sein selon l'OMS. Sur ces images, les séquelles du cancer du sein. Pour éviter cette expérience douloureuse à d'autres femmes, l'ONG Ecomédia sensibilise avec le soutien des médias. Il y a eu un vrai débat quand on tenait des réunions. Est-ce qu'on passe ces images ou on ne les passe pas? Il faut montrer ce que c'est que le cancer du sein. Il faut montrer la souffrance de ces femmes-là. Il faut parler, il faut sensibiliser sur la maladie. La guérison commence par la sensibilisation. Du 19 au 20 octobre, l'ONG Ecomédia organise les journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein à Grand Bassam. Octobre est décrété le mois de sensibilisation sur le cancer du sein par la communauté internationale. Il est même dénommé Octobre Rose afin d'attirer une plus grande attention sur la maladie et d'accroître le soutien apporté au dépistage précoce et au traitement. Geneviève Wané et Alain Foucault, des professionnels de médias touchés de plus près par la maladie, sont engagés. On ne sait pas à quel moment elle intervient. Elle intervient de manière très silencieuse et il faut pouvoir donc aller se faire dépister à temps pour avoir la chance d'être guérie. Et je veux que les femmes sachent qu'en le prenant à temps, comme vous me voyez, on peut en guérir et par la grâce de Dieu, je vais bien. On a beaucoup parlé de sida. Je pense que les gens sont pas mal sensibilisés. Il y a une autre maladie qui tue largement, c'est le cancer du sein. Je ne veux pas parler de mon cas personnel puisqu'il me touche de près, mais ça c'est personnel. Je veux parler du cas de tout le monde. Est-ce que ce n'est pas le moment pour nous de nous dire, et si on avait une cause pour laquelle on s'engage tous? C'est la raison pour laquelle je me suis engagé. Le dépistage précoce reste le moyen le plus efficace de lutte contre le cancer du sein selon les cancérologues. 3000 femmes seront dépistées au cours de ces journées de mobilisation des médias contre le cancer. Pendant 2 jours, les bonnes pratiques visant le diagnostic seront aussi enseignées. Et nous allons revenir sur le point important de l'entretien qu'Alvor Assa a eu ce dimanche avec M. Abroulaye Fofana. Il est le secrétaire permanent du comité interministériel en charge de l'action de l'État en mer. L'aspect qu'on retient, c'est la situation sécuritaire dans le golfe de Guinée. Maintenant, l'extrait du Dimanche Magazine, dans ce 20h. Les enjeux au niveau sécuritaire maritime sont des enjeux mondiaux. Et le golfe de Guinée est aujourd'hui malheureusement un des pôles où la sécurité est le plus menacée. J'en veux pour preuve le fait que, par exemple, au niveau des statistiques de l'année 2017, le constat a été fait d'un ralentissement en matière de piraterie quasi partout dans le monde. Malheureusement, sur cette même année 2017, les incidents en matière de sécurité maritime dans le golfe de Guinée ont été multipliés par 3. C'est vraiment pour vous dire à quel point il est important, justement, que nos États s'attachent à créer les conditions d'une lutte efficace contre la criminalité. Le G7++ se compose non seulement de ces 7 pays, mais également d'autres pays industrialisés qui ont de gros intérêts à travers le monde et à travers le golfe de Guinée particulièrement, et auxquels également il faut ajouter l'Union européenne,
et des organisations internationales de lutte contre la criminalité que sont Interpol et l'Organisation des Nations Unies contre la drogue et le crime. Voilà ce qui représente le G7++, dont les objectifs peuvent être cités comme étant de 2 ordres. Il s'agit principalement d'aider à la mise en œuvre de 2 résolutions des Nations Unies qui ont été prises, l'une en 2011 et l'une en 2012, pour lutter justement contre la criminalité dans le golfe de Guinée. Ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif, qui est une conséquence du premier, c'est aider à l'implémentation et à l'opérationnalisation de l'architecture de Yaoundé, ce qu'on a appelé l'architecture de Yaoundé, qui a été mise en place par nos chefs d'État lors de la conférence des chefs d'État en juin 2013 à Yaoundé. Monsieur Abdoulaye Fofana, secrétaire permanent du comité interministériel en charge de l'action de l'État en mer, invité du Dimanche Magazine, qui a porté sur la situation sécuritaire dans le golfe de Guinée. Le chapitre politique commence par le Sud Comoé uni autour de ses cadres et du président Alassane Ouattara. Les populations l'ont démontré à l'occasion d'une cérémonie en l'honneur des ministres Amontano et Akaoulé. Le message fort depuis Aboasso, c'est le développement et l'union autour du RHDP unifié. Le reportage de Michel Digré. Ils font la fierté du Sud Comoé de par leurs actions en faveur du développement et de la cohésion sociale de cette région. Les ministres Marcel Amontano et Aka Awele, célébrés par les populations. Leur Majesté demande que les ministres tendent encore la main pour que avant 2020, vous puissiez ramener l'ensemble des cadres du Sud Comoé pour que le Sud Comoé retrouve sa place dans le développement global de la Côte d'Ivoire. Au plan politique, le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani décrypte les enjeux de cette cérémonie. Je suis heureux et fier de voir que vous célébrez 2 personnes d'obédience différentes au départ. Parce que le grand frère Amontano est du RDR. Akawele est du PDCI. Mais pourquoi vous les célébrez ensemble aujourd'hui? Vous les célébrez ensemble parce qu'ils ont accepté d'habiter la même maison, la maison d'Oufoué-Boigny. Cet engagement pour le bien-être des populations est dicté, selon le ministre Aka Awele, par la volonté du chef de l'État à œuvrer pour le développement de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Il s'agit donc aujourd'hui de prendre cette cérémonie comme prétexte pour rendre encore un hommage à son excellence Alassane Ouattara, ni plus ni moins, au nom de l'intérêt supérieur de nos parents, qui n'attendent que le développement et non la politique politicienne. Nous voulons faire du développement. Dans le développement, on ne compte pas, on ne cherche pas à savoir qui est qui. On travaille avec celui qui peut vous aider. Sans cohésion sociale, pas de développement. C'est pourquoi le ministre Marcel Amontano invite les populations, dans leur diversité, à imiter les relations de fraternité qu'il entretient avec le ministre Aka Awele. C'est grâce à cette complicité que le Sud Comoé bénéficie aujourd'hui des actions de développement que l'un et l'autre, parce que nous sommes ensemble sur les dossiers. Nous talonnons ensemble les ministres, que l'un et l'autre nous émissions. Remercions le président Alassane Ouattara pour la confiance qu'il nous fait. Et nous essayons tous les jours qu'il passe de mériter cette confiance en posant les pierres de l'édifice du développement de notre région et de la nation. Plusieurs projets de développement sont en train de naître du fruit de la collaboration entre les 2 ministres qui ont promis faire plus pour le rayonnement du Sud Comoé. Politique, mais surtout cohésion sociale à Kiriao, c'est un village dans la commune de Fakobli, région du Guémon. On a décidé de prôner la cohésion sociale à travers une journée socio-culturelle. Les populations ont été invitées à l'union et à l'entente, seul gage d'un développement durable. Le point avec notre correspondant sur place, Ngana Konaté. Une journée socio-culturelle au service de la paix et de la cohésion sociale. L'initiative est de la Mutuelle pour le développement de Kiriao dans la commune de Fakobli, région du Tonkoui. Un canevas pour faire la promotion du vivre ensemble entre les couches sociales de la localité.
Ces journées culturelles et sportives sont le signe de la cohésion, de la joie de vivre et de la fraternité retrouvée. Elles sont la manifestation même de la politique de paix et de réconciliation prônée par le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Ce tournoi qui est à sa 5e édition représente pour nous un challenge. Celui de rapprocher davantage, dans un idéal de paix et de fraternité, les jeunesses des régions du Grand Ouest que nous nommons Guémont, Tonkoui et Cavali en général et des départements de Fakobli et de Kubli en particulier. Au cours de cette journée socio-culturelle, les populations de Kiriawo ont été invitées à poser des actions qui favorisent la paix et la cohésion sociale. Il y a un proverbe qui dit en Roubaix, lorsque tu es en train de manger, que tu vois ton parent passer, tu lui dis simplement lave ta main pour qu'on puisse manger. C'est pour prouver à la personne que tu l'aimes. Cette édition s'est terminée par une finale sportive remportée par l'équipe de Nipao face à Kiriawo dans une ambiance festive. Dans l'actualité religieuse, le dernier groupe de pèlerins chrétiens catholiques à Lourdes est rentré il y a quelques jours. Cette année, le pèlerinage a été marqué par le 160e anniversaire des apparitions de la Vierge Marie. Chantal Eouma Kandan était parmi les pèlerins. Elle dit que les Ivoiriens et les Burkinabés ont prié ensemble pour renforcer leur fraternité. Son témoignage dans nos prochaines éditions. Et votre rendez-vous de tous les dimanches depuis plus de 2 ans, c'est le 7 sur 7 qui vous permet de voir et de comprendre les faits marquants de l'actualité de la semaine à l'étranger. On commence par la Birmanie où 2 journalistes ont été condamnés à 7 ans de prison. Ils sont accusés d'atteinte au secret d'État. Regardez. Deux journalistes birmans de l'agence britannique Reuters ont été condamnés lundi à 7 ans de prison. Ils avaient enquêté sur un massacre de musulmans Rohingyas par l'armée. Walland, 32 ans, et Kwaso, 28 ans, ont été reconnus coupables d'avoir enfreint la loi sur les secrets d'État. L'ONU réclame leur libération. Jean-Pierre Bamba ne sera pas candidat à la présidentielle du 23 décembre prochain en RDC. La Cour constitutionnelle a donné raison mardi à la commission électorale et confirmé l'éligibilité de Bamba en raison de sa condamnation pour subornation de témoins par la CPI. Un nouveau livre accablant pour Donald Trump, c'est l'œuvre du journaliste d'investigation Bob Woodward qui dresse le portrait d'un président américain immature, instable, colérique et inculte. Les citations compilées après 19 mois d'enquête sont accablantes pour Trump. Rappelons que Bob Woodward est l'un des journalistes les plus respectés du pays. C'est lui qui a fait tomber Nixon en 1974 après le scandale de Watergate. Un moratoire immédiat sur les poursuites engagées contre les femmes victimes de viols en Mauritanie. C'est ce que demande l'organisation Human Rights Watch qui dénonce le sort réservé aux femmes qui portent plainte et se retrouvent accusées d'adultère. Elles sont poursuivies quand elles n'arrivent pas à prouver qu'elles n'étaient pas consentantes. Dans une série de déclarations à l'issue d'un sommet tripartite Iran-Russie-Turquie à Téhéran consacré au sort d'Ibdel, Recep Tayyip Erdogan a insisté sur sa volonté d'éviter un bain de sang, tandis que le chef d'État russe a défendu la légitimité du régime syrien face aux éléments terroristes. En Angola, l'ancien président José Eduardo dos Santos a prononcé son discours d'adieu à la vie politique. 1 an après avoir quitté la tête de l'État, celui qui a dominé la vie politique angolaise pendant 37 ans abandonne aussi la présidence du parti au pouvoir. Il a officialisé samedi à l'ouverture du congrès extraordinaire du Mouvement populaire de libération de l'Angola. En Irak, le Premier ministre Haïdar al-Dabi a été lâché par un allié de poids, le populiste Moqtada Assar, qui lui reproche sa gestion de la crise à Bassorah. Depuis le début de la semaine, des manifestations émaillées de violence ont fait 12 morts dans la 2e ville d'Irak, un mouvement de colère face à la dégradation des services publics et plus largement contre la corruption.
Voilà, journal du week-end supervisé par Michel Mambo, au prompteur Aurélia Drukula, à la réalisation Baker. Retrouvez donc ce 20h sur notre chaîne YouTube et sur notre site www.rti.ci. Merci de votre fidélité et bonne rentrée scolaire à tous demain 7h.